avec qui on a longuement discuté depuis 20 ans aussi, membre fondateur de la Confédération paysanne, syndicaliste paysan, retraité de l'agriculture. Vous étiez avant un vigneron, éleveur de brebis, ainsi que fromager. On a donné des exemples sur la vigne et le fromage. Vous êtes également membre démissionnaire du Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies. Vous étiez aussi à la première audition et on a pensé qu'il apparaissait normal que vous puissiez vous exprimer. Vous nous l'aviez demandé, vous étiez dans la salle et on vous avait donné la parole et maintenant on vous a mis dans le panel pour vous exprimer à ce sujet. Monsieur Kessler, vous avez la parole. Donc, merci de nous donner la parole comme on vous l'a demandé. Et je pense qu'il est légitime que des paysans puissent s'exprimer. En tant que vigneron et voisin des vignes de pêche rouge, je voudrais quand même vous rappeler qu'il ne s'agit pas de vignes OGM, mais qu'il s'agit de croisements interspécifiques. Donc, il ne faudrait pas tout mélanger. Et en tant que fromager pendant 25 ans, j'ai mis pendant 25 ans de la chymosine dans mon lait tous les matins. Elle n'était pas génétiquement modifiée. Je n'ai jamais fait de modification génétique. Aujourd'hui, on parle de modification génétique. On ne parle pas de fermentation ou de caillage du lait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je voudrais relever plusieurs points de contradiction dans ce débat. La première chose, on nous dit qu'il s'agit de technologies totalement innovantes qui vont révolutionner l'agriculture, apporter des solutions à toutes les impasses, réchauffement climatique, sécheresse, etc. Et de l'autre côté, c'est innovant, on nous demande qu'elles puissent bénéficier de l'encadrement réglementaire. Je cite la directive, des techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Alors, totalement nouveau et depuis longtemps, moi j'aimerais savoir de quoi on parle aujourd'hui. Il me semble qu'on parle de choses qui ne sont pas encore dans les champs, du moins je l'espère, parce qu'elles y seraient illégalement. Donc c'est nouveau, donc je ne vois pas comment on peut les exonérer de la réglementation sous prétexte qu'elles sont la sécurité est avérée depuis longtemps. La deuxième remarque, quand on parle de semences, on parle de cellules germinales. Alors je ne dis pas ça pour comparer l'humain à la plante ou la plante à l'humain, c'est un autre débat éthique. Je ne pense pas que c'est le lieu de le développer ici, mais pour reprendre l'expression de M. Winikoff, je m'excuse si je prononce mal votre nom, dès qu'on parle de cellules germinales, il y a reproduction dans la descendance, dissémination dans l'environnement. On ne peut plus se contenter d'une analyse bénéfice-risque. Il faut bien aller travailler sur les incertitudes et les contingences, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer par la suite quand il y aura reproduction dans l'environnement. Et les contingences sont des systèmes écosystémiques très divers et très variés, et ça nécessite de les analyser. Et donc, il y a des impacts et des conséquences qui sont à la fois sanitaires et environnementales. Je n'ai pas une compétence particulière là-dessus, j'en dirai juste 2 mots après, mais qui ont aussi des conséquences socio-économiques. Et en tant que syndicaliste, je souhaite quand même en parler un petit peu. La première, vous venez de le dire, c'est le brevet. Le brevet, qu'est-ce qui est de nouveau? Qu'est-ce qu'amènent ces techniques de nouveau dans le brevet? Jusqu'à maintenant, on avait des brevets sur de la matière biologique, des plantes, un gène identifié, bien caractérisé. Aujourd'hui, avec ces techniques qui prétendent faire la même chose que ce qui existe naturellement, on a des brevets sur des informations génétiques, dématérialisées dans l'ordinateur. Mais le brevet sur les informations génétiques dématérialisées s'applique à la matière et il s'applique à mes plantes qui, dans mon champ, portent la même information génétique que celle qui a été obtenue par l'invention brevetée. Donc ça, c'est le premier problème. À partir du moment où on dissémine dans la descendance, on aura des gens qui vont revendiquer un titre de propriété sur ce que mes parents ont cultivé et que je cultive encore dans mes champs. Si on ne règle pas ce problème, il n'est pas possible de débattre tranquillement de questions scientifiques en dehors du contexte. Non, le contexte, le résultat, il est très simple. La totalité des ressources génétiques existantes sur la planète, une bonne partie est conservée dans des collections, d'autres sont dans les champs des paysans, va appartenir en quelques années à, vous en avez parlé aujourd'hui, 3 multinationales qui détiennent les 2/3 du marché mondial des semences et ils rajoutent le marché mondial des pesticides. Et pourquoi ces 3 multinationales détiennent aujourd'hui tous ces brevets? C'est totalement lié à la question dont nous parlons. Aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus à s'emparer du marché de leurs concurrents, en les rachetant éventuellement. Elles ne cherchent plus uniquement à s'emparer des
collection de ressources de génétique de leurs concurrents, elles cherchent à s'emparer de l'information de leurs concurrents. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces fusions aujourd'hui. Et toutes ces fusions qui se font entre les mains des entreprises qui ont les plus gros portefeuilles de brevets. Donc si vous ne réglez pas cette histoire de brevets, on ne pourra pas débattre d'éventuels progrès scientifiques, techniques ou agronomiques liés à ces nouvelles techniques génétiques. Alors ensuite, bon, on parle beaucoup du gene drive. C'est un bon exemple. Parce que, est-ce qu'on peut se permettre, on peut supprimer une espèce végétale si ces techniques ne sont pas réglementées? Quelle évaluation ferez-vous au préalable de la mise en marché d'une nouvelle variété? Vous ne connaîtrez pas le procédé qui a été utilisé pour l'obtenir. On vous dira qu'elle permet de résister à tel insecte. Vous ne savez pas si elle ne peut pas faire disparaître une espèce végétale ou d'autres espèces. On va fabriquer des niches écologiques qui vont immédiatement être occupés par d'autres organismes vivants qui pourraient être beaucoup plus pathogènes que ceux qui existaient avant et qu'on a voulu supprimer. Et de la même manière aussi, la puissance de ces techniques. Jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle l'amélioration des plantes, moi j'appelle avant l'amélioration des plantes les sélections paysannes qui existent encore, c'est un processus relativement lent, mais qui respecte le rythme naturel. Là, on va beaucoup plus vite que le rythme naturel. Et en quelques années, on met sur toute la planète un gène qui a le même effet. On a très bien vu ce que ça a donné avec les gènes BT et avec les gènes de résistance au Roundup. On a tout de suite une multiplication des adventices tolérantes au Roundup et des insectes résistants. Donc, sous prétexte de gagner du temps pour gagner de l'argent, on ne respecte pas le temps de la nature qui demande que quand on met quelque chose de nouveau dans l'environnement, la nature et le temps, parce qu'on a affaire à des écosystèmes, elle-même de sélectionner et de multiplier ce qui peut contrôler cette dissémination dans l'environnement. On connaît ça très bien avec les espèces envahissantes. Une espèce envahissante qui arrive dans un milieu où elle n'a jamais existé, si elle n'a pas de pathogène, elle se multiplie, elle envahit tout. Et c'est ça que vous faites du jour au lendemain, autorisant ces multiplications. Alors, juste peut-être une boutade, parce que je trouve quand même que le travail d'Estelle Bossé est intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va régler le problème en demandant à des experts juridiques de réécrire la loi? Est-ce que ce n'est pas le rôle des politiques, et je pense que, bon, Estelle l'a dit, de choisir, mais la loi, elle ne dit pas qui pourrait être obtenus. Elle dit bien qui sont obtenus. Donc, faire des pirouettes comme ça pour ensuite sortir un avis d'un comité qui dit que la messe est déjà faite et que toutes ces nouvelles techniques ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive OGM, je pense que ça nécessiterait de débattre un petit peu plus avant d'aller plus loin. Et la dernière chose, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Le climat, la population qui augmente, etc. Il y a maintenant bientôt un siècle que les sélections paysannes sont interdites. En tout cas, 50 ans qu'elles sont totalement interdites. En 10 ans de sélection paysanne sur du maïs bio, nous avons les mêmes rendements que les meilleurs hybrides dans des conditions d'agriculture biologique et évidemment pas dans les meilleures conditions avec arrosage à outrance qui ne sont pas celles de l'agriculture biologique. On respecte le territoire, on respecte le climat. 10 ans uniquement. Alors, je ne dis pas qu'on a toutes les solutions avec les semences paysannes, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a d'autres solutions au niveau mondial. Aujourd'hui, l'ensemble des travaux qui sont faits de sélection participative avec des paysans pour mettre au point, en respectant les techniques traditionnelles de sélection, on arrive à des résultats. Les meilleurs orges ou blés résistants au sel ou résistants à la sécheresse ont été obtenus comme ça au Moyen-Orient. On n'a pas nécessairement besoin des biotechnologies. Il y a d'autres voies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont interdites. Un petit mot quand même. Vous avez commencé à travailler sur le brevet dans le cadre de la loi biodiversité, et je tiens à remercier le Parlement pour le travail qui a été entamé. Vous avez effectivement refusé qu'un produit issu de sélection traditionnelle, conventionnelle, on va l'appeler comme ça, puisse être breveté. Vous avez refusé que
un brevet sur une matière biologique, sur un bout de plante, sur un gène, sa protection puisse s'étendre à une autre matière biologique qui est obtenue par des procédés classiques de sélection. Mais malheureusement, vous n'avez pas interdit qu'un brevet sur une information génétique puisse s'étendre à mes semences qui contiennent la même information génétique avec des procédés de croisement traditionnels. Or, lisez tous les derniers brevets qui ont été déposés depuis maintenant une dizaine d'années. Ce sont tous des brevets sur des informations génétiques, quel que soit le procédé qui est utilisé. Et donc, à partir de là, mes semences, elles appartiennent à Monsanto, Chemchina, Syngenta, je ne vais pas vous les citer tous, mais c'est ce qui est en train de se passer. Je vous remercie. Monsieur Kessler, on abordera peut-être cela